poser des questions pendant la présentation. Bon, après, si on s'aperçoit que la discussion déborde, on va avancer la présentation et puis on aura une autre séance de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à un certain moment. Donc, pour commencer, au cas où vous n'auriez pas la possibilité d'assister à l'ensemble de ce webinaire, je vais rapidement vous révéler les trois idées que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation. La première, c'est l'importance du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est ce qui peut vous permettre de reprendre la maîtrise de vos infrastructures vitales en informatique. Et ça, c'est vrai dans le cadre de ce webinaire sur COBOL, mais c'est vrai dans l'absolu dans tous les domaines de l'informatique. La seconde idée, c'est que le projet libre GNU COBOL, aujourd'hui, donc ça fait presque 20 ans qu'il existe, et il a atteint une maturité qui le rend tout à fait compétitif avec les offres propriétaires existantes. Et puis, la troisième idée, c'est que au Camel Pro, nous avons un projet qui s'appelle Superbol, et ce projet, il permet de fournir des services et des outils qui ont pour but de faciliter l'adoption de GNU COBOL. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous lancer dans GNU COBOL. Donc ça, c'est les trois grandes idées. Et puis maintenant, je vais commencer la présentation en général. Donc, je vais commencer par me présenter au Camel Pro rapidement, et puis donner un peu de contexte autour du langage COBOL. Puis je parlerai forcément de GNU COBOL, et ensuite de justement Superbol et du studio de développement qui en fait partie. Et puis ensuite, nous aurons une séance de questions et réponses, enfin de questions, pour ceux qui en ont. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Fabrice Lefessant. J'ai un parcours qui est d'une part académique, donc en particulier après ma thèse, j'ai travaillé chez Microsoft Research à Cambridge. J'ai été chargé de recherche à l'INRIA et enseignant à l'école polytechnique. J'étais à cheval sur en gros deux domaines de recherche qui étaient les langages de programmation et les systèmes distribués. En parallèle, j'ai été assez gros contributeur open source. Il y a très longtemps, j'avais fait, par exemple, le premier client pair à pair pour faire multiprotocole, qui s'appelait MLDonkey. J'avais fait un lecteur de films. Et puis, d'une façon générale, j'ai pas mal de contributions sur GitHub, typiquement dans l'écosystème OCaml, où je gravite beaucoup aujourd'hui. Et puis, ça m'a valu d'être membre du comité de pilotage du hub open source au pôle systématique depuis une vingtaine d'années, je pense, maintenant. En parallèle, j'ai créé un certain nombre d'entreprises. Donc, dans les années 2000, j'avais créé une première entreprise une première startup qui s'appelait Move and Play, qui avait pour but de faire un Facebook en pair à pair. Un peu plus tard, j'ai créé OCaml Pro, qui est plus un bureau d'études et de prototypage. Et puis, il y a quelques années de ça, j'ai eu une petite parenthèse autour de la blockchain et des smart contracts, donc Origin Labs. Voilà, donc ça, c'est un peu mon parcours. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement d'OCaml Pro. Donc OCaml Pro, c'est un bureau d'études et de prototypage que j'ai créé en 2011. Et l'idée derrière OCaml Pro, c'est faire du développement logiciel, mais avec l'ADN de la recherche. Pour ça, on a un peu plus d'une vingtaine d'ingénieurs, dont 80% ont une thèse en informatique et d'autres qui font en ce moment même des thèses CIFRE chez nous. L'idée, c'est que OCaml Pro, c'est un pôle d'expertise, de haute expertise sur les langages informatiques, et j'aime bien dire plutôt sur la théorie des langages informatiques, parce que finalement, tout le monde est un peu expert d'un langage informatique, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment des gens qui ont une vision théorique de tous les concepts autour des langages informatiques, et ça permet de développer des parseurs, des interprètes, des compilateurs, des analyseurs, de faire des méthodes formelles, et en général, de fournir de l'outillage pour les professionnels de l'informatique. Alors, typiquement, on peut être amené à aussi faire de l'évolution de langage dédié, de langage maison, ce qu'on appelle des DSL, et qui se cachent souvent de nos jours derrière l'appellation low-code ou no-code. Et puis, on peut aussi faire, par exemple, de l'audit ou de l'amélioration des performances de certaines applications.
Alors, OCaml Pro est très impliqué dans l'open source, hein, dans les écosystèmes open source. Donc, ça nous amène, par exemple, à faire de la maintenance évolutive sur des logiciels libres. Et au fil du temps, on a eu des contributions sur Firefox, sur NuCobol forcément, puisque je vous en parle aujourd'hui, Strass, OCaml et tout un certain nombre de logiciels libres sur lesquels on est amené à contribuer. Et là, j'essaie de mettre en avant le fait que, bien que OCaml Pro est dans son nom OCaml, qui est un langage de programmation, on est amené à développer dans plein d'autres langages. Donc aujourd'hui, on fait forcément du OCaml, mais aussi du Rust, du C, du WebAssembly, du Python, et ainsi de suite. Et puis, on fait partie d'un certain nombre de réseaux d'entreprises, donc on interagit avec pas mal d'entreprises, que ce soit des startups dans le cadre de la French Tech Grand Paris, ou des entreprises plus industrielles chez Systématique ou chez Finance Innovation, des pôles de compétitivité. Donc, comment OCaml Pro en est venu à travailler sur COBOL? Ça a commencé en 2022. On faisait une mission d'expertise à la DGFiP avec comme but de mettre en production un nouveau compilateur pour Mlang, qui est un langage dédié qu'ils avaient développé dans les années 80 et qui sert, même encore aujourd'hui, à faire le calcul de l'impôt sur le revenu. Et en faisant cette mission, on a découvert tout d'un coup que beaucoup de gens à la DGFiP continuaient d'utiliser COBOL. Hein, et ça a été je pense, une vraie surprise pour nous, puisque, pour moi, typiquement, je pensais que COBOL avait disparu dans les années 2000. On n'avait pas survécu au bug de l'an 2000. Et finalement, découvrir qu'il y avait énormément de code COBOL qui continuait de tourner à la DGFiP, c'était un peu une surprise. Et forcément, on a regardé un peu plus et on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas qu'à la DGFiP. On a continué avec une mission d'étude pour la DGFiP sur la maturité de la solution CNU-COBOL, et cette mission étant plutôt positive, on a été amené à continuer donc en 2023-2024, et on continue encore aujourd'hui cette mission pour améliorer CNU-COBOL, pour permettre une migration plus facile depuis les mainframes GCOS, et donc EBCDIC, avec GCOS a son propre EBCDIC, dans le cadre de la migration d'une grosse application qui s'appelle MedocDB, en partenariat avec Soprasteria. Et puis, en parallèle de ces missions d'expertise, on a commencé des développements internes autour de COBOL, et ça nous a amené d'abord à écrire un parseur conforme au standard ISO pour COBOL 85, et on continue aujourd'hui de développer pour être capable de supporter tous les standards ISO jusqu'à 2023. Et puis, on a développé un langage serveur protocole, donc un LSP pour COBOL, et plus tard, une extension pour VS Code, dont je vous parlerai d'ailleurs à la fin de cette présentation. Donc maintenant, je vais vous parler un peu génériquement du langage COBOL. Donc le langage COBOL, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un langage qui date de 1959, qui est l'acronyme de Common Business Oriented Language. Donc, c'est pas un langage de programmation généraliste, c'est vraiment un langage qui a été dédié, conçu pour la gestion. Et donc, ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens qui pensent qu'on peut facilement, finalement, remplacer COBOL par un langage généraliste moderne, genre Java ou C#. Et ils oublient que finalement, quand on a fait un langage spécifique à un métier, c'est compliqué de le remplacer par un langage beaucoup plus complexe et généraliste. Donc typiquement, langage, c'est un langage qui est un peu vieux, COBOL, et du coup, par exemple, on va trouver des choses un peu bizarres comme l'absence de bibliothèque. Tout est dans le langage, donc ça donne un langage avec entre 300 et 600 mots-clés si on compte toutes les extensions. Et puis, c'est un langage qui est en évolution permanente. Donc, par exemple, le dernier standard ISO, il date de janvier 2023, donc il a un peu plus d'1 an maintenant. Et puis, je vous ai mis un petit programme, un peu le Hello World de COBOL. Bon, ce qu'il y a principalement à voir, c'est que, grosso modo, un programme COBOL, il a une data division qui contient toutes les variables qui vont être, toutes les données qui vont être manipulées dans le programme. Donc, typiquement, ici, on définit une variable varstring d'une longueur de 20 caractères qui va contenir au démarrage Hello World. Et puis, il contient une deuxième partie qui est l'ensemble du code qui va être exécuté. Donc, c'est la procédure division. Et là, typiquement, on se contente de faire un affichage de la variable en question. Et ça fait que si on exécute ce programme, ça fait juste Hello World, ce qui était un peu le but. Donc voilà, vous avez vu votre premier programme COBOL si vous ne connaissez pas. Alors,
La question, c'est COBOL est-il encore utilisé? Ben oui. En fait, il est encore utilisé dans de très nombreuses grandes entreprises. Donc, il y a des estimations qui disent qu'en gros, il y aurait plus de 80 milliards de lignes de code qui seraient exécutées. Alors, pas forcément tous les jours, mais encore au cours de l'année, on va dire, avec des traitements journaliers, hebdomadaires, mensuels, et ainsi de suite, hein. Et ça, c'est plus que tout autre langage informatique. Ensuite, on estime que ce code, il est modifié chaque année. Donc, on estime que pour chaque application, on a entre 5 et 15% du code qui évolue chaque année. Donc ça, c'est typiquement dans une banque, vous allez avoir des nouvelles régulations qui vous imposent de modifier votre code, des nouveaux produits que vous voulez sortir ou des nouveaux services en général qui font que votre code il doit évoluer. C'est aussi valable pour le code COBOL. Ensuite, le fonctionnement, il se faisait historiquement sous forme de batch, c'est-à-dire que il y avait, les programmes COBOL étaient lancés la nuit, donc dès que la banque fermait, on lançait le batch qui exécutait les programmes COBOL les uns après les autres, et puis toutes les transactions de la journée étaient traitées pendant la nuit. Et aujourd'hui, on est forcément avec Internet qui nous permet de d'interagir avec notre banque en permanence. Et on est passé à des programmes COBOL qui doivent aussi être accessibles en journée. Et donc, il y a toute une partie de COBOL qui fonctionne aussi en mode serveur aujourd'hui. Alors, pourquoi les banques continuent d'utiliser, enfin, pourquoi les grandes entreprises continuent d'utiliser? D'abord parce que, comme je disais, c'est un langage dédié. Donc, c'est un langage qui est relativement simple et finalement assez facile à apprendre par rapport à des langages peut-être un peu plus généralistes. Donc, on peut trouver des gens qui ne sont pas forcément des développeurs et qui peuvent être amenés à devenir des développeurs COBOL assez facilement. Ensuite, c'est un langage qui permet d'avoir des applications qui sont rapides, fiables et prédictibles. Et ça, c'est très important quand on processe des grosses quantités de données et qui sont assez sensibles. Donc là, c'est assez critique. Et finalement, c'est aussi des volumes de code qui sont énormes. Et la migration vers un autre langage, il y en a beaucoup qui l'ont tenté. Et souvent, elle s'est avérée trop chère ou trop risquée. Et donc, beaucoup de grandes entreprises n'ont pas, finalement, sont restées avec leur solution COBOL parce que c'était le langage qui était le meilleur pour leurs applications. Donc, l'écosystème COBOL, c'est un écosystème où, on va dire, dans les années 70-80, chaque constructeur de mainframe fournissait sa propre solution COBOL. Donc, un mainframe, c'est un très, très gros ordinateur. Tout le monde se connectait. Et donc, vous aviez une solution COBOL pour chaque constructeur. Et en particulier, ça voulait dire que chaque constructeur fournissait des extensions qui lui étaient spécifiques. Donc, il y avait le standard COBOL plus des extensions. Et puis, dans les années 90, le passage aux architectures 64 bits, finalement, peu de constructeurs ont réussi à le faire. Et on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui est extrêmement réduit en termes de fournisseurs de solutions. Donc, si vous êtes sur mainframe, en gros, vous avez principalement IBM. Si vous êtes sur PC, Linux, Windows, vous allez devoir dépendre de Micro Focus. Et puis, bon, il y a Fujitsu qui existe aussi sur le marché des mainframes et des PC, peut-être un peu plus orienté vers l'Asie, mais on peut le trouver aussi en Europe et aux États-Unis. Et puis, il y a un certain nombre de solutions que j'appelle les solutions open source based. Donc, ce sont principalement basées sur Open COBOL, qui est aussi l'ancêtre de GNU COBOL, et qui étaient à l'origine open source, mais qui ont dérivé pour ne plus vraiment devenir open source. Donc, dans ces catégories-là, on peut citer COBOL IT, une solution qui a d'ailleurs été rachetée par Micro Focus récemment, il y a quelques années. COBOL Cloud qui aujourd'hui continue de proposer cette solution-là. Et puis, il y a LibreCOBOL qui autrefois a été créé par Atos et je crois qu'aujourd'hui, elle a été revendue à Enlogica et elle est probablement toujours maintenue par Enlogica. Donc, la conclusion, c'est que l'écosystème COBOL, aujourd'hui, il est extrêmement propriétaire. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, un utilisateur de COBOL, il a une dépendance vraiment très, très importante envers généralement un seul fournisseur de technologie. Alors, la raison, c'est d'une part le système de lock-in, typiquement par les extensions. Donc, vous avez utilisé une version de COBOL pour écrire vos applications. Vous avez utilisé les extensions qui étaient fournies avec pour vous faciliter la vie. Et le jour où vous voulez passer sur une autre solution, ça pose énormément de problèmes parce que ces extensions elles ne sont pas disponibles telles quelles sur les autres
sur les solutions des autres fournisseurs. Et du coup, la migration va être soit quasi impossible, soit en tout cas risquée et très coûteuse.